Bon, c'est parti, je vais tout vous raconter. Vous le savez, je parle beaucoup sur Instagram, je vous fais beaucoup de stories, de reels, de live. Et là, pour les 10 ans de la marque, je me suis dit que ça pouvait être hyper cool de vous faire une grande vidéo pour vous expliquer en fait, qu'est-ce que Rosa Lopez, quelle est l'histoire de Rosa Lopez, pourquoi ça a été créé, comment ça a été créé. Donc on commence avec une première vidéo sur vraiment le commencement du début de l'activité. C'est un peu flou pour moi parce que ça commence à faire quand même maintenant 10 ans. J'ai commencé, j'avais 20 ans. On me demande souvent, est-ce que tu as réfléchi à monter ta marque? Est-ce que tu as fait des projets? Est-ce que tu as eu de l'aide, eu des investisseurs ou autre? Pas du tout, ça a commencé dans le garage de mes parents avec la machine à coudre de ma grand-mère. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment ça a commencé et pourquoi on en arrive là aujourd'hui avec une boutique et puis des clientes et des abonnés fidèles. J'ai commencé, j'avais un profil plutôt, on va dire, classique, ni très bonne à l'école, ni très mauvaise. Si j'ai mon prof de maths qui passe par là, évidemment, il va me dire que j'étais pas excellente, mais j'étais moyenne. J'étais quand même passionnée par certains sujets, comme beaucoup, mais j'ai jamais été une élève brillante avec des notes exceptionnelles. Par contre, je savais quand même ce que je voulais, j'avais des affinités, on va dire, avec des matières, tout le côté art plastique, le côté création, le côté aussi oratoire que j'adorais et que j'ai poursuivi du coup et que j'ai toujours un petit peu avec ce métier-là. Donc voilà, on va dire parcours scolaire plutôt classique. J'ai fait un bac ES que j'ai pas spécialement aimé, enfin économique et social, je l'ai fait parce que toutes mes copines allaient en ES, le truc un peu classique. J'avais une option art plastique à l'époque qui m'a déjà mis, on va dire, un peu le pied à l'étrier sur tout le côté art, design et surtout réfléchir à des sujets, être passionné par de la matière, par des projets de toutes sortes. Donc j'ai fait mon bac, j'ai passé mon bac. Ensuite j'ai fait une prépa en art et design à Caen, à l'IMAD. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'était très cool. En fait, une prépa en art et design, c'est un peu une maternelle puissance x100. Vous passez vos journées à dessiner, à peindre, à faire de la sculpture et en fait à toucher à différentes matières, à tester différentes techniques et c'est beaucoup trop cool, j'ai adoré. Et pour toutes les personnes qui ont un côté artistique mais vous savez pas trop ce que vous aimez faire, dans quelle branche vous avez envie de le faire, je vous conseille vraiment cette prépa-là parce qu'elle est vraiment trop géniale, enfin celle-ci ou une autre, mais une prépa en art et design. Donc 1 an à faire du coloriage avec mes copains-copines à l'âge de 18 ans, 19 ans. Ouais, 19 ans. C'était trop cool. Après, il fallait se décider. Donc soit il fallait prendre la branche artistique, donc plutôt les beaux-arts, soit il fallait prendre la branche plutôt art appliqué, donc pour faire ensuite, par exemple, designer sur textile, gérer les logiciels, etc. Donc c'était vraiment 2 branches qui étaient complètement différentes. Moi j'ai choisi la branche des beaux-arts, donc le côté beaucoup plus artiste de la chose. Donc j'ai passé des concours pour rentrer aux beaux-arts. J'ai été prise dans plusieurs écoles, mais voilà, j'ai eu des petits problèmes, on va dire, familiaux qui ont fait que j'avais pas envie de me détacher de ma famille à ce moment-là. Donc je suis restée sur Caen. Et là, la grande question quand tu as 20 ans, est-ce que tu fais une année sabbatique ou pas? Est-ce que ça fait bien d'avoir une année sabbatique sur ton CV? Ou est-ce que tu trouves autre chose pour combler quand même cette année? J'ai choisi la deuxième option, donc combler un peu ce temps entre guillemets et ne pas rien faire, ne pas décrocher niveau scolarité. Donc j'ai fait un BTS assistant de manager qui aujourd'hui correspond à peu près au BTS assistant de direction, c'est un peu la même chose. C'est l'opposé de ma personnalité, clairement c'est tout ce que je déteste, mais qui pour le coup m'a trop aidée pour le business et pour monter ma marque. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris à gérer parfaitement les tableaux Excel, les PowerPoint, les organigrammes, tout ce qui est très organisé, structuré, les langues, anglais, espagnol, bon ça c'était trop cool. Tout ce qui est management, économie. Donc une année plutôt basique, un peu banale entre guillemets,
mais je laissais complètement le côté artistique. Donc moi, j'étais en train de mourir à petit feu. Heureusement, j'avais un groupe de copines, on n'était que 6 dans le BTS, elles se reconnaîtront. Et c'était le feu, on a vraiment passé 2 années extraordinaires. Mais voilà, je m'ennuyais, j'avais besoin de quand même faire des choses artistiques. J'avais passé 1 an à créer, donc c'était pour moi un peu le début de la prison, entre guillemets. Et en fait, par le pur des hasards, j'ai commencé à créer une petite collection de pochettes. Donc je vous explique comment ça s'est passé. En fait, j'étais en week-end en Bretagne, et j'avais repéré des gros coussins en lin avec des étoiles dorées dessus. J'avais très envie de me les acheter. Bon, à 19 ans, et quand on travaille pas, on n'a pas d'argent. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je ne peux pas me les acheter, je vais me les faire. Donc je ne savais pas enfiler une aiguille, je ne savais même pas coudre un bouton, je ne savais rien faire. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai acheté quand même du tissu. Je suis allée voir ma grand-mère et j'ai dit, écoute mamie, avec ta singère, il faut que tu m'aides à faire ces 2 coussins. Donc on s'est mis à coudre ensemble, elle m'a aidée, elle m'a montré comment fonctionnait la machine à coudre. On a apposé la fameuse étoile dorée qu'on a découpée. Je crois même que j'ai jamais dû les mettre dans mon salon, ces coussins-là. L'entreprise a continué, mais les coussins sont restés, je crois, sur le bas-côté. Il lui restait une petite fermeture éclair. Elle me dit, écoute, j'ai une fermeture éclair, est-ce que tu veux en faire une pochette ? Bon, why not, pourquoi pas. Donc on a fait cette fameuse petite pochette carrée avec la fermeture éclair qu'elle avait et le restant du lin que j'avais sous la main. Et là, je sais pas si les problèmes ont commencé ou si l'aventure a débuté, mais en tout cas il y a un peu des deux. Et j'ai commencé à voir un peu les dessous, on va dire, et la possibilité que j'avais en fait de créer. Donc la première pochette est arrivée, je l'ai offerte à ma sœur. Qui l'a gardée, je ne sais pas, en tout cas elle est ici, donc c'est qu'elle est toujours en vie. Je l'ai montrée à l'époque aux clientes de ma mère qui était coiffeuse. Elle avait un salon de coiffure sur Ouistreham, et du coup comme ma grand-mère habitait en fait le salon et la maison étaient vraiment collés, je suis allée leur montrer, leur dire écoutez voilà, regardez, j'ai fait une petite pochette, hyper fière de moi, et elles ont adoré. Bon, je pense qu'elles étaient un peu sympas parce que clairement la pochette elle cassait pas 3 pattes à un canard, mais elles étaient quand même contentes. Donc je me suis dit tiens, il y a un petit truc, elles aiment bien, ça leur plaît. J'ai acheté du tissu, du simili-cuir, j'ai commencé à faire 1, 2, 3 pochettes, à les offrir, à les vendre aux clients de ma mère, à ma famille, à mes cousines, à mes copines, à tout le monde. Et le début du business, on va dire, a commencé, du coup, en parallèle de mon fameux BTS AM. Donc là, c'est vraiment le début, on va dire, de l'activité. Je suis en alternance, en BTS, et je fais cette activité-là en parallèle de mes études. Donc du coup le soir, on coud beaucoup. Alors je dis on parce que j'étais avec ma grande copine Romane qui m'a soutenue depuis le début. Et quand justement j'ai parlé de ce projet-là à mes profs, voilà, tout le monde rigolait un peu et me disait mais Rosa, t'es trop mignonne, hein. Les petites pochettes c'est adorable, mais vraiment c'est pas ça qui va te faire rentrer des sous. Eh bien en fait si, c'est non seulement ce qui m'a fait rentrer des sous, mais c'est surtout ce qui m'a fait m'épanouir et me sortir aussi de mon quotidien plus, on va dire, plus fade, entre guillemets, à l'école. Donc ça, c'était en septembre 2014, j'avais 20 ans. Et en octobre 2014, octobre-novembre, j'offre une pochette à une blogueuse qui maintenant s'appelle Lola Rossi, qui s'appelait à l'époque Eat Clean Fit 2A, un truc comme ça. Pour celles qui ont mon âge, je pense que ça leur parlera parce que voilà, ça faisait partie des premières en fait blogueuses influenceuses, et encore le mot blogueur n'existait même pas à l'époque. C'était juste des nanas qui partageaient voilà, leur façon de vivre, leur façon de manger, de s'habiller, mais elles avaient un boulot à côté, hein, c'était pas vraiment un métier. Et du coup je lui offre, elle me fait des photos, elle me fait des vidéos, et en fait ça cartonne. Je passe de 100 abonnés sur Instagram à, je crois, il me semble 2000 ou 3000 en l'espace d'1 heure de temps. Enfin, clairement, c'est complètement différent par rapport à aujourd'hui. Et l'aventure commence vraiment. Donc, on prend nos premières commandes avec ma copine Romane. On prend des feuilles A4, on tire nos tableaux. Du coup, on était hyper calés parce que BTS Assistant Manager, on savait exactement comment s'organiser pour faire aussi des tableaux de rentabilité, etc. Donc, on était trop contentes de mettre aussi au profit ce qu'on apprenait à l'école, en fait, dans la mini-entreprise qui était en train de se monter.
donc trop contente. Moi je couds, j'achète, ma grand-mère fait les finitions, elle coud les petits nœuds qu'il y a sur les fermetures éclairs, elle me fait les drapeaux aussi tricolores à mettre sur les pochettes. Donc vraiment c'est les prémices de l'atelier. Je suis dans le salon de mes parents, j'ai pas vraiment d'endroit, j'en mets partout, il y a des fils qui traînent partout. Mes parents me laissent faire, ils sont hyper cool, j'ai le droit de prendre un peu mes aises dans le salon. Et voilà, le premier Noël, on va dire, en tant que petite entrepreneur, commence. J'ai plus trop de vie. Enfin, clairement, j'ai pas de temps libre. Je fais pas grand-chose à part travailler et coudre. Mais franchement, j'adore. Je trouve ça... j'adore. Je suis fan. Donc, c'est le début de l'entreprise. Donc, je lui donne un nom. Je l'appelle au début... Non, oui, c'est ça. Je l'appelle au début l'atelier de Rosa. Voilà, pareil, je suis pas allée chercher très loin. Je fais un logo et c'est un gars que j'ai rencontré sur Instagram. Enfin, il m'a dit, écoute, moi je veux bien te faire ton logo. Donc il me bidouille mon logo, que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui. Je n'ai pas voulu changer. Je suis trop accrochée et je suis trop sentimentale par rapport à ce logo-là, donc je l'ai gardé. Donc il me fait un logo, l'atelier Rosa, avec des espèces de taches de peinture rose, un drapeau tricolore, enfin vraiment hyper créa. J'adore, je suis fan. Donc là commence le début de l'entreprise, les premières commandes, les premiers envois, le premier site internet que je fais toute seule. Donc c'est vraiment une entreprise 100% fait main, fait maison. Enfin voilà, il n'y a pas de structure derrière, il n'y a pas de nom de marque, enfin il n'y a pas de... Rien n'est déposé, tout est très enfantin, on va dire. Donc c'est sûr que... Je pense que c'est important. Ouais, papa? Allô? Ça va, maman? Oh, un tout petit peu. Je peux te rappeler ou pas? Parce qu'en fait, je suis en train de tourner une vidéo. Ouais, ok, gros bisous. Donc le premier Noël, la première fin d'année de 2014 se termine. C'était fou de pouvoir même rencontrer des clientes en vrai. C'était vraiment la toute première fois. Hein. Je veux dire, c'est une nouvelle aventure et c'est quelque chose que j'avais encore jamais vécu encore avant. Donc voilà, c'est tout nouveau. Mais par contre, j'adore le concept. Je trouve que c'est hyper cool de vendre ce qu'on crée et c'est très satisfaisant. Donc je touche un peu du bout des doigts cette nouvelle aventure que j'aime particulièrement. S'ensuit la deuxième année même de BTS, donc je fais les 2 ans de BTS, je fais mes pochettes, je me développe sur Instagram, je fais toujours des concours avec des filles pour me faire connaître, ça fonctionne, il y a beaucoup de bouche à oreille, les clientes sont déjà fidèles, donc pour de simples petites pochettes en simili-cuir, en tissu, ou même en cuir, j'en ai fait un petit peu aussi en cuir au début, en fait les nanas sont au rendez-vous quoi, donc ça me fait trop plaisir. La licence arrive, donc je fais une licence en communication marketing, et là pareil, je continue toujours la boîte à côté, elle se développe petit à petit, toujours toute seule, je gère le site internet, les commandes, je fabrique toute seule, Romane m'aide toujours, ma grand-mère m'aide toujours, c'est toujours une aventure familiale et entrepreneuriale, mais qui reste vraiment à échelle humaine, enfin plus qu'humaine d'ailleurs, parce que on n'était pas beaucoup. Hein. Et les quantités étaient aussi petites, donc forcément, ça reste encore facile à gérer. Sauf que pendant ma licence, je suis en alternance, je travaille en communication aussi chez Orange, donc c'est quand même beaucoup de travail et je me demande si ça vaut vraiment le coup et si je peux vraiment en fait avoir les 3 en même temps. Donc l'année se poursuit, j'arrive à quand même garder les 3 activités, c'est un peu chaud mais ça le fait quand même, mais c'est un peu chaud. Et du coup à la fin de la licence, je me pose les questions, savoir si soit j'arrête mon entreprise et mon activité de pochette et je continue en master classiquement et je continue en alternance de manière plus classique, plus formelle, on va dire, ou soit j'arrête et je me lance complètement dans les pochettes. Si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai arrêté pour me lancer pleinement dans les pochettes. Et comme je savais que les pochettes, ça avait aussi forcément ses limites. Hein. On ne peut pas vivre que de petites pochettes rectangulaires ou carrées. Enfin, au bout d'un moment, il faut un petit peu se développer quand même. Et que je suis toujours passionnée de cuir. Je me suis dit, c'est le moment. Je suis fan des sacs à main, je suis fan du cuir, cavalière depuis toujours. Voilà, l'odeur du cuir, des produits, c'est ma came, c'est mon truc. Je suis fan. Donc, j'ai fait un CAP en maroquinerie du luxe à Paris, aux ateliers Grégoire, qui je crois maintenant a fermé, il me semble. Donc, j'arrête l'école générale. Je perds un peu mes copains, copines du moment, je quitte ma famille, je pars sur Paris toute seule dans un petit
je ne sais plus, 12, 13 mètres carrés, un truc comme ça, enfin pas beaucoup plus grand. Pour partir, bon ça va, hein, c'est Paris, c'est 2 heures de chez moi, c'est pas non plus l'autre bout du monde, mais voilà, quand on n'a jamais voyagé, enfin on n'est jamais parti de chez soi, en tout cas pour les études, c'est quand même une sacrée aventure. Donc du coup, je me lance et je fais la rentrée du CAP en maroquinerie. Donc dans cette classe, on est 14 élèves. Sur 14 élèves, il n'y en a pas un qui a un profil similaire. Vous avez des anciens ingénieurs, des nanas qui étaient en médecine, en droit. Enfin, vraiment, il y a toutes sortes de gens. Il n'y a aucun profil similaire. On a des âges un petit peu différents. C'est hyper enrichissant. On s'apporte énormément de choses. J'ai adoré passer ces moments-là avec eux. Bon, malheureusement pour moi, ça a été un petit peu plus court que prévu parce que je n'ai pas trouvé d'alternance. J'avais aucune entreprise pour me prendre en alternance. Donc les 13 autres élèves avaient une entreprise, sauf moi. Donc le coup dur, vraiment je ne l'ai pas du tout accepté sur le moment. J'étais un peu dans le déni. L'école était trop chère pour que je puisse la payer toute seule. Donc pas possible de faire en fait cette année d'école. Enfin, et en plus c'était vraiment... J'avais trouvé ma voie, quoi. Enfin, j'étais tellement passionnée par ce que je faisais, mais je me levais plus tôt le matin, je me couchais plus tard le soir pour bosser vraiment beaucoup plus. J'étais amoureuse de mon prof, je buvais absolument toutes les paroles qu'il disait. Enfin, vraiment, j'avais trouvé ma voie, quoi. Sauf que je ne pouvais pas la continuer puisque je n'avais pas d'alternance. Donc, il a fallu que j'arrête plus tôt l'école. Donc, au lieu d'avoir 1 an vraiment d'école, j'ai eu genre 2 ou 3 mois. Donc, autant vous dire que j'ai eu pas grand-chose. Sauf que mon prof était tellement gentil et il savait tout ce que ça représentait pour moi. Et j'avais même fait, je me rappelle de ça, j'avais même fait signer une espèce de pétition pour que je reste dans la classe sans avoir d'alternance et sans payer. Enfin, le truc qui n'existe absolument pas et jamais j'aurais eu gain de cause. Mais seulement pour vous dire que, voilà, quand on a trouvé sa voie, j'ai quand même fait un bac général. C'est hyper général, beaucoup passent par le général. Une prépa en art et design, un BTS dans l'assistanat. Enfin, je veux dire, c'est un parcours atypique. Enfin, j'ai pas eu un truc hyper lisse. Et là, j'avais trouvé ce que je voulais faire. Donc, je leur disais, mais s'il vous plaît, mais laissez-moi là. Enfin, qu'il y ait 13 ou 14 élèves, c'est pas grave, ça vous changera rien, vous. Moi, ça change ma vie. Mais ils m'ont pas laissé changer ma vie, visiblement. Donc, j'ai dû partir. Le directeur était assez sévère. D'ailleurs, je ne le porte pas dans mon cœur et s'il regarde cette vidéo, je ne vous en veux pas, mais ça a été difficile quand même. Et par contre, mon prof, Paul, il m'a beaucoup aidé, il m'a gardé pour me former encore en maroquinerie, il m'a pas lâché la main et il m'a dit, écoute Rosa, si t'es passionnée, bosse et tu réussiras. Donc, je suis partie, non pas la fleur au fusil, mais je suis partie vraiment bredouille, en train de pleurer et en prenant mes affaires alors que tout le monde continuait l'école. Enfin, c'était un déchirement total. Donc je suis rentrée à Caen, je n'avais pas de diplôme, je ne savais pas fabriquer un sac à main. Ok, super, j'ai tout lâché, mais pourquoi en fait Donc je me suis dit, c'est pas grave, puisque personne ne veut me prendre à Paris et je ne trouve pas d'entreprise. Je vais aller faire du porte-à-porte chez des maroquiniers dans la région et je vais trouver une entreprise pour me former parce que mon but ultime là, au-delà d'avoir une formation puisque j'en avais plus et j'avais pas de diplôme non plus, c'était de savoir fabriquer un sac à main. J'ai trouvé une maroquinière à Bayeux qui m'a aidée. En fait, c'était du donnant-donnant. Moi, elle m'aidait sur toute la partie fabrication. Elle m'a aidée à coudre mes premiers sacs. Elle m'a aidée à connaître certains cuirs, tout le métier de maroquinier. Et moi, à l'inverse, comme je gérais quand même, on va dire, plutôt bien, en tout cas, je me débrouillais par rapport à la com, je lui ai fait toutes ses photos, ses vidéos, son site internet, voilà, c'était vraiment du donnant-donnant. Ça a bien fonctionné pendant quelques semaines, quelques mois, il me semble, je crois que j'ai dû rester 2 ou 3 mois chez elle. Après, nos chemins se sont séparés, et en janvier 2018, je me suis dit, bon là, maintenant, ça y est, j'ai les clés, j'ai les bases, faut que je me lance, quoi, à un bout d'un moment, faut passer à l'attaque. Donc, janvier 2018, je décide de lancer ma marque de maroquinerie. Pour ça, évidemment, il faut des sacs à main. Donc, je fabrique mes sacs, je les couds à la main avec le fameux point sellier. Donc, le point sellier, je ferai une vidéo dessus, c'est certain. C'est le fameux point que notamment Hermès fait et forme ses maroquiniers et ses artisans pour coudre vraiment les sacs à la main.
Donc avec les 2 aiguilles, les 2 fils, la pince ailier. Donc je me mets à coudre mes premiers sacs. Je crois que j'ai dû en faire 4 ou 5 dès le départ pour commencer. Donc c'est pas énorme, hein, c'est une toute petite collection. Mais je m'étais dit, ok Rosa, 1er janvier 2018, faut que tu te lances. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas rester sur tes petites pochettes. Je lance 1er janvier 2018. Nouveau logo, celui que vous connaissez actuellement, donc le Rosa Lopez. L'atelier de Rosa devient Rosa Lopez. Les pochettes en simili-cuir deviennent des sacs à main. Le site un peu fait à l'arrache Wix devient un vrai site internet. Tout ça, évidemment, je le fais toute seule. Je m'accompagne de personne, non pas parce que je pense mieux faire, au contraire, pas du tout, mais juste parce que je fais toute seule. J'ai été habituée à me débrouiller toute seule, donc je me débrouille. Et j'avais pas encore trop de contacts, donc voilà quoi, système D, je me débrouille. Et la marque voit le jour le 1er janvier 2018. Donc là, je me dis, ok, trop bien, mes sacs vont partir direct sur mon site internet. Pas du tout, je n'ai absolument aucune vente. Donc là, je me dis, bon, écoute, c'est quoi ? Le problème, c'est la communication, c'est les prix. Je suis quand même passée de pochettes à 20, 30, 40 euros à des sacs à 300 euros. Donc autant vous dire que là, j'ai perdu ma clientèle, j'ai perdu un peu tout le monde en route, ce qui est normal aussi. Et puis, il faut justifier les prix. Et puis, j'avais pas forcément d'expérience et j'avais pas... voilà, je pense que j'ai un peu grillé les étapes. Enfin, c'est que j'ai clairement grillé les étapes niveau communication. Chose que j'ai repris par la suite. Mais je me suis lancée un peu trop vite. Je pense que j'aurais pu attendre 6 mois, voire même 1 an. Mais comme je voulais être autonome financièrement, je voulais absolument vivre de ce que je créais. Pour moi, il était impensable de se lancer plus loin, enfin plus longtemps plus tard. Mais du coup, je me suis grillée 2-3 cartouches. Mais ça m'a appris des choses quand même. Donc... c'est l'avantage et c'est le point qu'il faut retenir. Pas de vente. Je lance ma boutique, pas de vente. Je lance un site internet, peu de vues. J'ai plein de commentaires hyper cool. Ouais, c'est génial, j'adore ce que tu fais. On te soutient, mais on n'achète pas. Donc là, coup dur. Heureusement, la première année, j'avais Pôle emploi. Donc pas de vente jusqu'à avril. Pas vraiment de vente. Je fais une première vente au salon de coiffure de ma mère où je vends des porte-cartes, je vends des pochettes passeport. Je vends des petites choses par-ci par-là, mais pas de là à sortir un salaire et encore moins à en vivre, quoi. Est-ce que j'étais découragée ? Je ne sais plus. Je pense qu'aujourd'hui, je vous dirais non, mais je pense qu'à l'époque, ouais, je pense que j'étais quand même un peu découragée. Enfin, découragée, non, mais je me remettais vachement en question. Je me suis dit, mais attends, mais Rosa, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi ? T'as fait une grosse boulette. Toutes mes copines étaient en master, elles gagnaient plutôt bien leur vie, entre guillemets, parce qu'elles étaient en alternance dans des grosses boîtes. Et moi, j'étais là, j'avais tout plaqué pour vendre des sacs à main que personne n'achetait. Mais je me suis dit, mais what ? Mais la boulette, quoi. Mais je me suis dit qu'avec de la réflexion et surtout une remise en question, je pouvais forcément en sortir du lot. Vous allez vous dire, mais comment passer de 0 vente et 0 visibilité pour les sacs à main à un petit enclenchement de business. Ce qui m'a fait connaître, c'est un modèle, le Festival de Cannes. C'est un petit sac doré en cuir python doré, c'est de la vachette. Et en fait, j'avais trouvé ce cuir, pour l'anecdote, en salon du cuir à Paris, 1 an avant, je crois. Et le gars n'avait pas du tout voulu me le vendre. Et j'avais fait des pieds et des mains pour qu'il me vende la peau parce que je la voulais absolument. Il m'avait dit, mais écoutez, au salon, on ne vend pas des peaux, vous n'avez pas compris le concept. Nous, on est là pour prendre des commandes, pour vous faire valider des cuirs et pour vous envoyer les cuirs chez vous. Mais en aucun cas, on vend des peaux au salon. Il m'avait dit, écoutez, la seule façon que j'ai de vous vendre une peau, c'est que vous reveniez à la fin du salon pour récupérer la peau. Je dis, bien sûr, évidemment que je vais revenir. Sauf que moi, j'étais arrivée le premier jour du salon. Donc, il y avait 1 semaine qui se passait entre le premier et le dernier jour. Donc, j'ai repris un billet pour revenir le dernier jour du salon pour récupérer cette peau. Parce que je ne sais pas, il y avait un truc avec cette peau, elle était pour moi, je la voulais absolument. Et c'était celle-ci et pas une autre. Du coup, je suis venue la récupérer. Le mec me l'a vendue. Et en fait, j'ai fait le Festival de Cannes dans cette peau-là. Et c'est un créateur de kimono qui, en avril ou mai, je ne sais plus quand est-ce que c'est exactement le Festival de Cannes, je crois que c'est mai, me contacte et me dit, écoutez, voilà, moi je suis créateur de kimono en soi, je vais habiller des stars ou pas pour le Festival de Cannes, mais pour monter les marches. Et j'ai besoin d'un petit accessoire qui se voit un peu, est-ce que vous pouvez me faire ça ? Par contre, vous avez 3 jours.
Ouais, ok, d'accord, pas de problème, je vous le fais. Donc, je fabrique le fameux sac dans cette fameuse peau, qui du coup m'a bien servi parce que c'est vraiment elle qui a fait, qui a fait exploser, on va dire, le truc après. Donc je fais ce fameux sac, pas le temps de lui donner un nom, enfin en 3 jours, comment voulez-vous que je réfléchisse au nom du sac, au storytelling qu'on peut lui donner, enfin je pensais pas du tout à ça. Pour moi c'était juste faire ce sac, l'envoyer, faire les photos au Festival de Cannes, le récupérer et voilà, qu'il soit porté par Julia Roberts quoi. Il n'a pas du tout été porté par elle malheureusement. Il monte les marches, avec qui, je ne peux même pas vous dire, une belle blonde, cheveux bouclés, hyper élancée, hyper jolie. Et je récupère des photos. Je récupère le sac plus tard. Là, j'ai des influenceuses qui, du coup, oui, ça commence à être un métier. On est en 2018, ça commence à être un petit peu plus démocratisé en fait ce métier-là. Et j'ai des nanas, donc influenceuses blogueuses, qui m'achètent le sac. Enfin, elles m'achètent le sac. Aujourd'hui, on veut leur offrir, elles ne veulent pas. Et à l'époque, elles m'achètent le sac. Mais je dis, mais attendez, mais c'est trop génial. Donc moi, j'étais trop contente. Donc elles m'achètent. Plusieurs m'achètent le sac. Et elles me font de la publicité gratuite. Elles ont payé le sac, elles me font de la pub et elles me rapportent des clientes. Mais vraiment, ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Mais c'était le rêve. Des festivals de Cannes qui partent, je couds, je passe mes journées à coudre, mes nuits à coudre. J'entasse les sacs dans mon appart. Donc j'étais dans mon petit appart au 4e étage. J'avais mis l'une des 2 pièces. En fait, on avait 2 chambres. Et dans la 2e chambre, je l'avais transformé en atelier. Entre-temps, je suis partie de chez mes parents. J'ai pris un appartement et du coup, il s'est transformé en atelier. Je fabrique les sacs, on va dire, en plus grande quantité. Ça reste quand même des quantités assez raisonnables, mais elles étaient déjà un petit peu plus grandes que les pochettes. Je suis trop contente. Le nombre d'abonnés augmente, les ventes augmentent, les vues augmentent, enfin tout augmente quoi. Trop génial quoi, tout ce qu'on souhaite à un entrepreneur à ses débuts. Donc ça c'était génial. J'étais un peu dans le haut de la vague parce qu'il y a eu pas mal de creux, mais ça c'était un haut donc j'essaye de m'en souvenir aussi quand il y a des moments un peu plus compliqués. On va dire que c'est vraiment le commencement de la marque, le Festival de Cannes, le premier sac, le vrai premier sac qui m'a fait connaître. Donc plusieurs sacs à fabriquer, plusieurs dizaines de clientes à satisfaire, des commandes à honorer. Je commence un peu à crouler en fait sous les commandes. J'ai du mal à tout gérer, je sais pas trop comment faire, je suis un peu stressée. Je commence à connaître les angoisses un peu de l'entrepreneuriat. J'étais pas trop stressée avant et là je me rends compte que ça commence un peu à arriver. Je sais plus trop comment tout gérer. Et mon fournisseur de cuir me dit écoute Rosa, un bout d'un moment, tu peux plus tout faire toute seule. Il faut que tu sous-traites, il faut que tu trouves des ateliers de fabrication. Tu pourras pas vraiment en vivre et tu pourras pas vraiment avoir du temps pour créer, pour t'occuper de la marque en elle-même si tu fabriques toute seule tes sacs tout le temps. Donc en fait, là, j'étais à la croisée des chemins. Soit je restais à mon statut entre guillemets actuel où je fabrique moi-même, c'est de manière un petit peu plus artisanale et j'ai des plus petites quantités, mais je suis libre. Soit je passe l'étape supérieure, je trouve des ateliers de fabrication, donc je fabrique plus vraiment moi-même et les soucis commencent quoi. Donc j'ai choisi cette deuxième solution de sous-traiter ma marque, de travailler en collaboration avec des ateliers. C'est là où les problèmes ont commencé, c'est là où la vraie aventure a commencé, mais c'est aussi là où la marque Rosa Lopez a débuté.